Au XVIe siècle, en plein cœur d'une époque de grands bouleversements mondiaux, une dynastie marocaine va sortir de l'ombre pour construire un empire absolument colossal qui s'étendra de l'Atlantique jusqu'au fin fond de l'Afrique. C'est l'histoire, souvent méconnue, des Saadiens. Et attention, ce n'est pas une petite histoire de rien du tout. Non, les historiens parlent d'une vraie rupture, de la naissance de l'État marocain moderne, carrément d'un âge d'or. Alors la question est fascinante, non? Comment est-ce qu'une seule et même famille partie de presque rien a pu transformer un royaume complètement éclaté, menacé de toutes parts, en un empire immense qui dégoulinait littéralement d'or? Bon, alors allons-y. Pour comprendre cette ascension fulgurante, il faut faire un petit bond dans le temps et se projeter au début du XVIe siècle. Il faut d'abord se représenter le chaos qui régnait à l'époque au Maroc. À ce moment-là, le Maroc, c'est un vrai puzzle éclaté. La dynastie au pouvoir, les Ouattacides, n'a plus beaucoup d'autorité. Pire, sur les côtes, les forteresses portugaises et espagnoles poussent comme des champignons. En gros, il n'y a personne aux commandes pour défendre le territoire. Le pays était mûr pour qu'une nouvelle force vienne tout unifier. Et cette force, elle va venir du sud, de la vallée du Dra. Ce sont les Saadiens. Et ils ont une botte secrète, un atout maître. Ils sont shérifs, c'est-à-dire descendants du prophète. Et ça, cette légitimité religieuse, c'est plus fort que n'importe quelle armée. Ça leur permet de faire ce que personne n'arrivait à faire, rassembler toutes les tribus sous une seule bannière, celle de la guerre sainte pour bouter les envahisseurs étrangers hors du pays. Leur montée en puissance va être assez progressive, mais il y a un événement, un seul jour, qui va absolument tout changer, qui va cimenter leur pouvoir et marquer l'histoire de toutes les Méditerranées. Regardez un peu cette chronologie. On voit bien que ce n'est pas un coup d'État du jour au lendemain. C'est une progression méthodique calculée sur des décennies. Ils lancent leur campagne en 1511, ils prennent Marrakech en 1524, qui va devenir leur capitale, et finalement ils chassent les derniers Ouattacides en 1554. Le Maroc est enfin unifié. Mais le vrai test, l'épreuve du feu, elle arrive en 1578. La bataille des Trois Rois, rien que le nom ça claque. C'est une victoire mais pas n'importe laquelle, une victoire totale, écrasante, contre une gigantesque armée d'invasion portugaise. Le truc est fou, 3 rois meurent sur le champ de bataille ce jour-là. Non seulement l'indépendance du Maroc est sauvée de justesse, mais de cette bataille émerge un nouveau sultan, un homme qui va devenir l'incarnation de cet âge d'or, Ahmed Al-Mansour. C'est lui, le grand survivant, le grand vainqueur de cette journée complètement folle. C'est lui qui va porter la dynastie à son sommet absolu. Le voici, Ahmed Al-Mansour Al-Zahabi, le 6e sultan saadien. Retenez bien son surnom, Al-Zahabi. Ça veut dire le doré. Et croyez-moi, il ne l'a pas volé son surnom. Sous son règne, l'or ne va pas juste couler, il va pleuvoir. Alors, d'où vient toute cette richesse? Eh bien, de partout. D'abord, des rançons absolument colossales payées par les familles des nobles portugais capturés à la bataille. Ensuite, l'industrie du sucre, qui est en plein boom et qui inonde le marché européen. Il y a aussi bien sûr le contrôle des routes des caravanes à travers le Sahara. Mais la source principale, la plus folle, elle se trouve encore plus au sud. Avec des caisses pleines à craquer et une armée moderne et victorieuse, Al-Mansour va viser un objectif d'une ambition presque insensée, partir à la conquête du légendaire empire Songhai. Son objectif est purement stratégique. Il veut s'emparer de la source même du commerce transsaharien. Ça veut dire contrôler les mines de sel, qui sont vitales dans la région, et surtout, mettre la main sur les mythiques mines d'or de l'Afrique de l'Ouest. L'expédition qui va suivre tient de l'exploit pur et simple. Il faut imaginer le tableau. Une armée de 3000 hommes, équipée avec des armes à feu Ternier-Cris, qui quitte Marrakech pour traverser le Sahara. 2 mois. 2 mois d'une marche absolument infernale. Et quand ils arrivent en fin Tondibi, ils tombent sur une armée Songhai de plus de 12 000 guerriers. Le choc est brutal. Mais la technologie va faire toute la différence. La puissance de feu des Marocains pulvérise littéralement l'armée adverse. Cette victoire leur ouvre la route des joyaux de l'Empire. Des villes de légende tombent les unes après les autres, comme Gao et bien sûr la mythique Tombouctou. La prise de cette ville, qui était un grand centre de savoir et de commerce, c'est un symbole ultra puissant. Le centre de gravité du pouvoir en Afrique de l'Ouest vient de basculer. Il n'est plus au Sahel, il est à Marrakech. Et là, ce qui est absolument fascinant, c'est de visualiser l'empire qui naît de cette conquête. Regardez bien l'étendue, on n'est plus juste au Maroc. C'est un empire qui plonge au cœur du continent africain. Il y a le Maroc moderne, bien sûr, mais il y a aussi les oasis stratégiques du Sahara et surtout, il y a le contrôle de toute la boucle du fleuve Niger. C'est une projection de puissance qu'on n'avait jamais vue. L'autorité religieuse du sultan est même reconnue jusqu'au Tchad. Et ce n'est pas un simple raid pour piller et repartir, hein. Non. Les Marocains s'installent pour de bon. Ils créent le Pachalik de Tombouctou, une province qui va rester sous leur contrôle pendant 80 ans. Ça va marquer durablement toute la région du Sahel. Tout cet or, tout ce pouvoir, il fallait bien le montrer au reste du monde.
Al-Mansour va donc se servir de cette richesse colossale pour transformer sa capitale, Marrakech, en une vitrine absolument éblouissante de sa puissance. Il y a 2 constructions surtout qui racontent cette histoire. D'un côté, la gloire flamboyante, le palais El Badi, l'incomparable, une pure folie architecturale construite pour en mettre plein la vue au monde entier. Et de l'autre, le secret bien gardé, les tombeaux saadiens, une nécropole d'une finesse incroyable, qui a été murée et oubliée pendant des siècles avant d'être redécouverte intacte en 1917. D'un côté, la gloire éphémère et de l'autre, la beauté éternelle. Et cette puissance, elle n'était pas que militaire ou architecturale. Al-Mansour était aussi un maître diplomate, un vrai joueur d'échecs à l'échelle mondiale. Il s'allie avec l'Angleterre d'Élisabeth Ier contre l'Espagne, il maintient une paix très fragile avec cette même Espagne, et il rivalise d'influence avec le puissant Empire ottoman. C'était un vrai numéro d'équilibriste. Mais voilà le problème. Tout cet édifice, tout cet âge d'or si spectaculaire reposait presque entièrement sur les épaules d'un seul homme. Et ça s'est avéré être sa plus grande et sa plus fatale faiblesse. Le contraste est brutal. D'un côté, le règne d'Al-Mansour, un quart de siècle de stabilité, de richesse, de paix. De l'autre, ce qui suit sa mort, plus d'un demi-siècle de guerre civile, d'assassinat, de chaos total. Ce qui est dingue, c'est la vitesse à laquelle tout s'effondre. En 1603, Al-Mansour meurt de la peste. Le jour même, ses fils se déclarent la guerre pour le trône. L'autorité centrale s'évapore, le pays se fracture à nouveau, les routes commerciales sont coupées, l'or n'arrive plus du sud. C'est l'implosion. La dynastie ne s'en relèvera jamais. Ce qui nous amène à une dernière question, une question qui reste ouverte. Est-ce que cet empire dorsadien était le chef-d'œuvre d'un homme de génie, ou est-ce que c'était une construction magnifique, certes, mais tellement fragile qu'elle était condamnée à s'écrouler dès que son architecte disparaîtrait?